400, c'est le nombre de canettes Red Bull vendues chaque seconde. Pour être exact, 12,67 milliards de canettes vendues en 2024. C'est des chiffres qui donnent le vertige, tout comme le slogan de la marque qui prétend te donner des ailes. Red Bull donne des ailes. Mais connais-tu vraiment l'histoire de cette marque qui envahit tous nos rayons et sponsorise tous les événements de sport extrême? Et si je te disais que derrière ce géant du marketing se cachait en réalité une famille thaïlandaise impliquée dans des scandales judiciaires, des affaires d'évasion fiscale et même un homicide avec délit de fuite. Cette entreprise génère des milliards pour ses propriétaires dont la plupart des gens ne connaissent même pas le nom. Une famille qui cultive l'opacité, le secret et refuse catégoriquement l'entrée en bourse de la marque autrichienne. Pourquoi? Parce que la transparence est le dernier de leurs soucis. Dans cette vidéo, tu vas découvrir l'histoire secrète de Red Bull, comment une boisson thaïlandaise bon marché est devenue un empire mondial et pourquoi la famille qui en tire profit fait tout pour rester dans l'ombre. Tu penses déjà peut-être que Red Bull est une entreprise autrichienne, n'est-ce pas? Bah c'est ce que moi aussi je croyais avant de faire cette vidéo et tu vas voir que la réalité est bien différente. Red Bull, cette marque symbole de l'Occident, de la performance de sport extrême, a en réalité vu le jour bien loin de l'Autriche, dans les rues poussiéreuses de Bangkok, en Thaïlande. Tout commence avec un homme du nom de Chaleo Yuvidia, né en 1923 dans la province rurale de Pichit, au nord de la Thaïlande. Issu d'une famille pauvre d'immigrants chinois, il n'a reçu qu'une éducation minimale. Sa famille vivait de l'élevage de canards et de commerce de fruits. Un début modeste pour celui qui deviendra l'un des hommes les plus riches d'Asie. Chaleo a commencé sa carrière avec des emplois précaires, comme conducteur de bus par exemple, avant de déménager à Bangkok pour aider son frère à gérer une pharmacie locale. Et cette expérience fut déterminante. Il y acquiert des connaissances pharmaceutiques et en 1962 il fonde TC Pharmaceutical, spécialisé dans les médicaments en vente libre. Mais le véritable tournant survient dans les années 1970. Chaleo remarque que les ouvriers, les chauffeurs de camions et les agriculteurs thaïlandais, ceux qui travaillent de longues heures dans des conditions très difficiles, ont besoin d'un coup de boost énergétique. Les boissons toniques existantes à cette époque-là étaient principalement des boissons japonaises, comme l'Hypovitane D par exemple, positionnées comme des produits médicinaux haut de gamme destinés aux consommateurs urbains aisés. Chaleo y voit alors une opportunité commerciale majeure, créer une alternative beaucoup plus abordable pour les travailleurs manuels, qui ont davantage besoin de stimulants pour leur longue journée de travail. C'est en 1976, après plusieurs années de recherche, qu'il finalise la formule de Krating Daeng, qui signifie littéralement taureau rouge en thaïlandais. Cette boisson contenait un mélange de créatine, de taurine, de glucurotolactone et de vitamine B spécifiquement dosée pour combattre la fatigue. Mais contrairement au Red Bull qu'on connaît aujourd'hui, Krating Daeng n'était pas gazeuse, beaucoup plus sucrée, vendue en petites bouteilles de verre et non en canettes d'aluminium. Elle était aussi nettement moins chère, ciblant la classe ouvrière thaïlandaise. Le génie de Chaleo ne se limitait pas à la formulation de sa boisson. Sa stratégie commerciale était révolutionnaire pour l'époque. Alors que la majorité des marques ciblaient Bangkok et sa population aisée, il orienta délibérément Krating Daeng vers les zones rurales et les classes laborieuses. Cet homme discret décida de lui-même dessiner le logo de sa marque, représentant deux taureaux rouges se chargeant l'un l'autre. Image qui deviendra un des logos les plus reconnaissables au monde. Il sponsorisa également des événements de Muay Thai, la boxe thaïlandaise, créant une association très forte entre sa marque et ce sport national populaire. Et le succès fut quasiment immédiat. En l'espace de 2 ans, Krating Daeng devient la boisson énergisante la plus populaire de Thaïlande, surpassant alors ses concurrents étrangers. La boisson s'imposera comme un produit culturellement ancré dans la société thaïlandaise, symbole de force et d'endurance. L'histoire aurait pu s'arrêter là avec un succès local respectable, mais c'était sans compter sur un voyageur autrichien nommé Dietrich Mateschitz. Le destin de Chaleo et de sa boisson bascule en 1982. Mateschitz, représentant de la marque de dentifrice Blendax, se rend alors en Thaïlande pour affaires. Épuisé par le décalage horaire, il découvre Krating Daeng et est tout de suite époustouflé par les capacités revitalisantes. Observant également la popularité de cette boisson auprès des chauffeurs de taxis locaux, il y voit immédiatement un potentiel énorme pour les marchés occidentaux. En 1984, les deux hommes fondent Red Bull GmbH, une co-entreprise où chacun investit 500 000 $. Enfin, pas exactement, parce qu'au sein de cette organisation se cache un détail que peu de gens connaissent. En réalité, la famille Yuvidia conserve la majorité des parts. Chaleo et son entreprise obtiennent 49% des parts. Mateschitz, lui, reçoit également 49% des parts. Et les 2% restants, qui font toute la différence, reviennent au fils préféré de Chaleo, Charlem Yuvidia. Avec cette répartition 51-49, la famille thaïlandaise s'assure le contrôle total de l'entreprise, même si c'est Mateschitz qui devient le visage de la marque et dirige les opérations quotidiennes. Mais alors pourquoi Mateschitz a accepté ce deal qui paraît inéquitable? Pour qu'une société avec deux associés égalitaires fonctionne
fonctionne bien, il faut que les deux associés soient en permanence d'accord. Dans la situation actuelle de la société, mais il reste 2% qui, sur le papier, peuvent être octroyés à un troisième associé qui a une position neutre, sauf que le problème, c'est que cette notion de neutralité n'existe pas dans cette situation, car c'est le fils préféré de Chaleo, que Mateschitz devra toujours aller dans le sens de la famille thaïlandaise car elle est majoritaire. Alors pourquoi il a accepté ce deal? La première hypothèse est la présence potentielle d'une loi en Thaïlande qui oblige la famille thaïlandaise à bénéficier de la majorité des parts de l'entreprise, puisque c'est une société thaïlandaise à la base. Et la deuxième hypothèse, c'est qu'il y ait un accord privé entre les deux parties, qu'on appelle en France un pacte d'associés, qui prévoit une flexibilité de gestion et une protection pour Mateschitz. Pour le coup, on peut assez rapidement confirmer l'hypothèse numéro 1 avec l'Alien Business Law, introduite en 1972 en Thaïlande. Cette loi impose des restrictions aux entreprises étrangères dans certains secteurs d'activité. En gros, elle limite la participation étrangère à 49% du capital dans certains secteurs d'activité, comme celui de la distribution et de la vente de boissons. Bon, maintenant qu'ils sont associés, Mateschitz va pouvoir adapter la formule pour les goûts occidentaux. Il rend la boisson gazeuse, moins sucrée, et la présente dans les désormais emblématiques canettes étroites, bleues et argentées. Le slogan Red Bull donne des ailes est créé et la marque s'envole avec. Là où Red Bull va révolutionner le marché, ce n'est pas seulement avec sa boisson, mais plutôt avec sa manière de la vendre. Notre ami autrichien se rend rapidement compte qu'il ne peut pas rentrer sur le marché européen de la même manière que les sodas classiques. Il ne peut pas rivaliser avec Coca ou Pepsi sur le terrain du volume et de la distribution. Il doit donc contourner les règles du jeu et proposer une nouvelle approche. Premier point, Red Bull ne se vend pas, il se vit. Plutôt que de dépenser des millions dans des publicités, Red Bull va inventer la notion d'influence et d'ambassadeur. L'idée est simple, ne pas pousser le produit vers le consommateur, mais faire en sorte qu'il le découvre lui-même. Mateschitz cible d'abord les étudiants et les jeunes actifs, des personnes qui ont un mode de vie intense et ont besoin d'une boisson revigorante. Il met alors en place une armée d'ambassadeurs nommés les Red Bull Student Brand Manager. Leur mission, distribuer gratuitement des canettes dans les soirées étudiantes et dans les compétitions universitaires. Cette approche crée un effet de rareté et d'exclusivité. La deuxième étape est de développer une image de marque extrême. Plutôt que de se positionner comme une marque de boisson classique, la marque se vend comme un style de vie. Elle investit alors massivement dans des événements de sport extrême. Elle sponsorise des athlètes de BMX, de wingsuit, de Formule 1, des disciplines où la prise de risque et l'adrénaline sont au cœur de la performance. Et le point le plus important, Red Bull ne montre jamais la boisson dans ses pubs, mais plutôt ce qu'elle permet d'accomplir. Et la dernière étape pour créer encore plus un sentiment de rareté et d'exclusivité, c'est de ne pas vendre la canette dans des supermarchés, mais plutôt dans des bars ou des boîtes de nuit. Et plutôt que de s'aligner sur les prix du Coca ou du Pepsi, fixer un prix unitaire au-dessus de ce qui se trouve sur le marché. Et grâce à tous ces points, le succès est fulgurant. Cependant, il menace de s'effondrer. Jusqu'en 1998, Mateschitz ne possède même pas les droits de sa propre marque en Europe. En réalité, Mateschitz ne possédait que les droits de la marque en licence. Si les propriétaires thaïlandais avaient décidé de ne pas renouveler cette licence, tout l'empire aurait pu disparaître du jour au lendemain. Ce n'est qu'après d'intenses négociations que Mateschitz obtient le transfert total de propriété de marque. Ce détail illustre parfaitement la dépendance envers la famille Yuvidia et le pouvoir qu'ils ont toujours exercé en coulisses, loin des projecteurs. Car la famille la plus riche de Thaïlande se cache derrière un système complexe de société écran. Tellement complexe que même les experts financiers ont du mal à comprendre réellement qui contrôle Red Bull. On a alors plongé le nez dans le détail de cette structure obscure, et voilà ce qu'on a découvert. D'abord, parlons chiffres. En 2024, la fortune de la famille Yuvidia est estimée par Forbes à 36 milliards de dollars. Cela en fait alors la famille la plus riche de Thaïlande, mais aussi une des familles les plus fortunées d'Asie. La croissance de cette fortune est aussi impressionnante que celle de Red Bull elle-même. L'entreprise est passée d'un chiffre d'affaires de 1 million d'euros en 1987 à plus de 10,9 milliards en 2023. Et en cette même année, Red Bull a vendu plus de 12 milliards de canettes dans 171 pays différents. Mais contrairement à d'autres milliardaires qui aiment étaler leur richesse dans des magazines ou sur les réseaux sociaux, les Yuvidia, eux, cultivent la discrétion. Une discrétion qui confine à l'obsession. Chalerme, le fils de Chaleo, qui a hérité des 51% de l'entreprise de son père à son décès en 2012, est très rarement vu en public. On l'aperçoit parfois lors des grands prix de Formule 1, discrètement assis dans les tribunes de l'écurie Red Bull Racing, mais il ne donne jamais d'interview. Et son père, Chaleo, était encore plus reclus. Il n'avait pas accordé une seule interview à la presse durant les 30 dernières années de sa vie. Mais cette discrétion extrême n'est pas uniquement une question de tempérament. C'est une stratégie délibérée pour protéger leurs actifs, et c'est là que l'histoire prend un tout autre tournant.
En 2016, les Panama Papers, cette fuite massive de 11,5 millions de documents confidentiels du cabinet d'avocats Mossack Fonseca, ont levé le voile sur les méthodes utilisées par la famille pour dissimuler sa fortune. Selon ces documents, la famille thaïlandaise utilise un réseau complexe de sociétés offshore pour dissimuler l'acquisition de villas de luxe ou de jets privés. Ce réseau était si sophistiqué qu'il avait réussi jusqu'à ce moment-là à masquer efficacement le rôle de la famille et de Red Bull dans ces transactions. Prenons un exemple concret. Chaleo, un petit-fils, surnommé Boss, en réalité sous le nom de Vorayut Yuvidia, est un fugitif recherché de la justice thaïlandaise. Il a été aperçu pour la dernière fois en 2017 dans une somptueuse résidence londonienne. Eh bien, cette propriété luxueuse n'est pas enregistrée au nom des Yuvidia, mais à celui de Carnforth Investment, une société incorporée dans les îles Vierges britanniques. Mais le problème, c'est que Carnforth n'a qu'un seul actionnaire, une autre société des îles Vierges appelée Gerard Company Ltd. Et qui possède Gerard? Eh bien, une troisième société offshore qui en contrôle une quatrième, GK Fly. Et GK Fly est détenue par Carnforth. Un véritable cercle vicieux de sociétés détenues par les mêmes sociétés de façon à brouiller les pistes et à perdre toute personne qui voudrait mettre son nez dans ces affaires. Ces structures sont tellement compliquées que même les auditeurs de Mossack Fonseca, pourtant spécialistes dans des montages de sociétés opaques, ont exprimé des inquiétudes en 2010 et 2013, notant que les documents pour vérifier les propriétaires étaient manquants. La famille utilise également ces sociétés pour transférer des sommes importantes. Par exemple, en 2005, Gerard a prêté 6,5 millions de dollars à la société Carnforth pour acheter 2 propriétés à Londres. En 2012, Gerard a annulé les hypothèques, donnant à Carnforth la pleine propriété. Depuis 2010, GK Fly doit à Carnforth environ 14 millions de dollars sous forme de prêts sans intérêt pour acheter des avions. Cette opacité contraste fortement avec l'autre moitié de Red Bull, incarnée par Mateschitz. Bien que lui aussi ait été relativement discret pour un milliardaire, il était néanmoins le visage public de la marque jusqu'à sa mort en 2022, donnant occasionnellement des interviews et se montrant à des événements sponsorisés par Red Bull. L'arrangement entre Mateschitz et la famille Yuvidia était aussi unique que mutuellement bénéfique. Bien que ne détenant que 49% des parts, Mateschitz avait les pleins pouvoirs pour gérer l'entreprise au quotidien. Comme il l'a déclaré dans l'une de ses rares interviews en 2009, en 20 ans, il n'y a jamais eu une minute de discorde entre nous. Je gère la boîte avec les pleins pouvoirs, on se parlait le soir de Noël au téléphone. Donc au final, on se rend compte que la répartition des parts 51-49 avait pour unique but de respecter l'Alien Business Law, mais il est possible qu'un accord ait été passé entre les différents associés pour laisser une grosse marge de manœuvre dans la gestion à Mateschitz. Cette structure a permis à chaque partenaire de se concentrer sur ce qu'il faisait de mieux, Mateschitz sur le marketing et l'expansion en Europe et dans le monde, et les Yuvidia, sur la réception des dividendes et la protection de leurs actifs. Et ces dividendes sont colossaux. Depuis 1999, après le réinvestissement de tous les bénéfices dans l'expansion, les profits sont partagés en fonction de la répartition du capital. Avec un bénéfice annuel qui se compte en milliards, cela représente une manne financière énorme pour la famille Yuvidia. Une fois par an, selon des sources internes, la famille thaïlandaise réserve une suite luxueuse à Salzbourg. Et pendant plusieurs jours, des discussions intensives ont lieu avec la direction de Red Bull. C'est apparemment le seul moment où la famille s'implique réellement dans les affaires de l'entreprise. Et c'est tout ce qu'on a réussi à dénicher sur la sombre structure financière de la famille thaïlandaise. Mais par contre, on a découvert des documents autrement plus suspects sur leurs activités dans l'ombre. Car hormis un voyage annuel en Autriche, ils restent tout de même invisibles. Cultivant un profil si bas qu'en Thaïlande, on aurait du mal à reconnaître Chalerne dans les rues. Un contraste saisissant entre l'image vendue et la réalité des coulisses. Car en 2012, un événement tragique a failli faire s'effondrer tout l'empire Red Bull. Le 3 septembre 2012, dans les rues de Bangkok, un drame se joue. Vorayut, le petit-fils de Chaleo et héritier d'une fortune de plus de 20 milliards de dollars, conduit une Ferrari noire, et vous vous doutez bien, une Ferrari c'est pas fait pour rouler à 50, alors il fonce à pleine balle dans les rues de Bangkok à 3h du matin. Dans des circonstances qui feront l'objet d'intenses controverses judiciaires, il percute violemment la moto du sergent-major Wishian Klamprasert, un policier en service. L'impact est si violent que le corps du policier est traîné sur plus de 200 mètres. Au lieu de s'arrêter et de porter assistante, Vorayut prend la fuite et rentre chez lui. Les enquêteurs parviennent rapidement à localiser le véhicule grâce à une traînée d'huile s'échappant du bolide endommagé qui les mène jusqu'à la somptueuse villa familiale. Confronté aux preuves, Vorayut commence par nier les faits, allant jusqu'à envoyer un employé de maison se dénoncer à sa place. Mais il finit par admettre qu'il conduisait bien le véhicule impliqué dans l'accident, mais affirme que le policier a soudainement coupé sa route. Il est mis en examen pour excès de vitesse, délit de fuite et non-assistance à personne en danger, puis libéré sous caution moyennant 12 000 €.
Les investigations révèlent ensuite que la Ferrari roulait à une vitesse excessive, estimée initialement à plus de 170 km/h. Des analyses toxicologiques révèlent également des traces d'alcool, d'alprazolam, plus connu sous le nom de Xanax, et de cocaïne, dans le sang de Vorayut. Dans de nombreux pays, ces faits auraient valu au chauffard des bonnes dizaines d'années derrière les barreaux. Mais l'affaire prend une tournure bien différente. Après avoir payé une indemnisation d'environ 75 000 $ à la famille du commissaire décédé, Vorayut commence une longue série de manœuvres dilatoires pour échapper aux poursuites pénales. À plusieurs reprises, il ne se présente pas aux convocations du procureur, invoquant des problèmes de santé ou des voyages d'affaires à l'étranger. Et pendant ce temps, des photos publiées sur les réseaux sociaux le montrent skiant au Japon ou séjournant dans des complexes hôteliers luxueux à travers le monde. Cette stratégie d'évitement se poursuit jusqu'en 2017, date à laquelle Vorayut décide de quitter la Thaïlande à bord de son jet privé, juste avant l'émission d'un mandat d'arrêt à son encontre. Le système judiciaire thaïlandais prévoit des délais de prescription, même pour les crimes graves, et le temps écoulé depuis les faits voit progressivement certaines charges s'éteindre. Les accusations d'excès de vitesse, de conduite en état d'ivresse et de refus d'assistance sont désormais prescrites. Mais le scandale prend une ampleur considérable en juillet 2020, lorsque les autorités thaïlandaises décident d'annoncer l'abandon, toute poursuite, envers Vorayut. Évidemment, cette nouvelle provoque un tollé national, des manifestations étudiantes éclatent, brandissant le logo de Red Bull pour dénoncer les privilèges accordés à l'élite. Face à cette pression populaire, le gouvernement ordonne une nouvelle enquête qui, début août 2020, reconnaît des manquements tout au long de la procédure et aboutit à l'émission d'un nouveau mandat d'arrêt contre Vorayut pour conduite imprudente ayant entraîné la mort et consommation de cocaïne. L'affaire révèle un réseau de corruption constitutionnelle considérable. En septembre 2023, la Commission nationale anticorruption thaïlandaise accuse officiellement 15 personnes d'avoir aidé l'héritier de Red Bull à échapper à la justice. Parmi les personnalités impliquées figurent d'anciens hauts responsables de la police et du parquet, dont l'ancien chef de la police nationale et l'ancien procureur général adjoint. Les accusations portent principalement sur la falsification des données concernant la vitesse de la Ferrari de Vorayut. D'après l'enquête, les suspects auraient volontairement diminué la vitesse enregistrée de 170 km/h à 80 km/h, permettant ainsi d'abandonner l'accusation pour conduite imprudente ayant entraîné la mort. En mai 2024, Chalerm Youvidia, père de Vorayut et principal actionnaire de Red Bull, poursuit pour diffamation une animatrice de télévision et un ancien officier de police qui l'accusait d'avoir dépensé 300 millions de bahts, environ 7,5 millions d'euros, en lobbying pour aider son fils à échapper aux charges. Aujourd'hui, 12 ans après les faits, Vorayut reste toujours en liberté. Sa localisation exacte est officiellement inconnue, bien qu'il soit soupçonné de résider en France, en Autriche ou à Londres. Une notice rouge d'Interpol a été émise à son encontre, mais il continue de mener sa vie dans des villas de luxe et sur les paddocks de l'écurie de Formule 1. Les documents ont révélé que la famille Youvidia utilisait au moins une demi-douzaine de sociétés anonymes dans des paradis fiscaux pendant 2 décennies. Cette stratégie financière permet généralement aux grandes fortunes de déplacer des sommes très importantes avec peu ou pas du tout de surveillance réglementaire. Le contraste est saisissant entre les controverses et l'image soigneuse cultivée par Red Bull. Une marque qui promeut l'aventure, l'intégrité, le dépassement de soi et la transparence, pendant que ses propriétaires majoritaires semblent cultiver des valeurs complètement différentes. Opacité, évasion fiscale présumée, corruption présumée et fuite de responsabilité. Cette histoire soulève une question fondamentale pour toi en tant que consommateur. Faut-il vraiment séparer le produit de ses créateurs ? L'affaire Red Bull n'est pas sans rappeler d'autres situations dans lesquelles l'image de marque et la réalité de ses propriétaires semblent en totale contradiction. Le parallèle avec Tesla et Elon Musk est frappant. Tesla s'est positionné comme une entreprise écologiste, progressiste et innovante. Pourtant, les dernières actions d'Elon Musk vont un peu à l'encontre de ces valeurs. Pourquoi certaines marques semblent-elles immunisées par les actions et l'image de leurs propriétaires, tandis que d'autres en souffrent immédiatement ? La réponse réside peut-être dans la façon dont les marques ont construit leur identité. Red Bull, par exemple, a réussi à créer une identité de marque complètement séparée de ses propriétaires. La plupart des consommateurs ne font pas le lien entre la canette qu'ils boivent et cette famille thaïlandaise dont la majorité des gens ignoraient l'existence. Parce qu'au final, c'est Mateshitz qui était l'image de la marque, mais même lui était rarement associé à l'entreprise et peu connu du grand public, contrairement à Elon Musk ou Jeff Bezos. Et cette dissociation entre le produit et ses propriétaires n'est pas un hasard. Elle est le fruit d'une stratégie délibérée de storytelling. Red Bull a construit son histoire autour d'un concept et d'un style de vie plutôt qu'autour d'un fondateur charismatique. Le héros de l'histoire de Red Bull n'est pas Chaleo ou Mateshitz, mais toi
le consommateur qui repousse tes limites grâce à l'énergie que t'octroie cette boisson. En Thaïlande, où l'affaire du policier a directement touché la population, Krating Daeng perd continuellement des parts de marché depuis 2012. Pendant ce temps, la fortune globale de la famille Youvidia ne cesse de grimper, atteignant 36 milliards de dollars en 2024, une augmentation de 7,8 milliards sur la seule année 2022. Donc là, ce qu'on observe directement, c'est que la conscience locale des consommateurs peut avoir un impact tangible, mais limité, tandis que l'accord commercial tangible, signé en 1984, continue de générer des milliards de dollars pour la famille thaïlandaise, malgré les controverses. Et cette leçon prend tout son sens avec l'entrée en bourse de Red Bull, parce qu'au final, ils ont toujours refusé catégoriquement d'entrer en bourse. Cette décision stratégique permet à l'entreprise d'éviter la transparence financière imposée par l'introduction en bourse. Sans actionnaire externe à satisfaire, sans obligation de publier des rapports trimestriels détaillés, Red Bull peut maintenir le voile de secret qui protège la famille Youvidia des regards indiscrets. C'est un luxe que peu d'entreprises de cette taille peuvent se permettre, mais qui sert parfaitement les intérêts d'une famille qui place la discrétion au-dessus de tout. Dans ma prochaine vidéo, je vais te révéler l'histoire secrète d'une autre marque mondiale que tu utilises peut-être au quotidien, alors abonne-toi pour ne pas la manquer.